Nicolas Bouzou, vous avez un poste d'observation, vous regardez ce qui se passe dans les pays voisins. Y a-t-il un pays ou des pays qui s'en sortent particulièrement bien ? Je pense par exemple au Danemark. Oui. Maintenant, on critique beaucoup ce qui a été fait, en tout cas pour les retraites en Suède. Mais au Danemark ou d'autres pays Alors justement, le Danemark, j'y étais là pour un voyage d'études avec quelques parlementaires il y a quelques semaines. Et c'est vrai que mais le Danemark est un modèle complètement différent à deux titres. Premièrement, il y a très peu d'hébergements collectifs en fait au Danemark, puisqu'il y a vraiment un consensus politique pour dire que les gens doivent pouvoir rester chez eux le plus tard possible. Et donc, il y a beaucoup d'argent public en réalité qui va aux équipements qui permettent le maintien à domicile. Alors, ce qu'ont l'air de dire les autorités publiques danoises, c'est que du point de vue du coût, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas si cher que ça par rapport à des structures collectives. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des modèles qui permettent d'installer des équipements chez les gens avec des subventions publiques, etc. Et faire en sorte que ce soit pas trop coûteux. Et puis vous avez, dans les pays scandinaves en général, là pour le coup, une politique de prévention qui est beaucoup plus avancée que la nôtre. Au Danemark, comme partout ailleurs, il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des aides-soignants ou des aides-soignantes. Je pense que c'est peut-être en fait le travail le plus urgent à faire. C'est-à-dire qu'il y a clairement une perte d'attractivité de ces métiers. Alors en effet, ça touche tout le médico-social, mais disons particulièrement dans la filière de l'autonomie. Et en fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet financier qui compte, le sujet des salaires, évidemment. On voit que ce n'est pas suffisant. Parce que regardez à l'hôpital, par exemple, avec le Ségur de la santé, on a augmenté les salaires de façon assez significative et on voit que ça n'a pas eu d'impact. Ça suffit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire, mais ça veut dire qu'à tout le moins, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a aussi une question de valorisation non financière. Et ça, c'est un travail, je dirais, tout le monde doit s'y mettre. C'est-à-dire avoir des parcours de carrière, donner des évolutions aux gens qui rentrent dans ces secteurs. Et puis, de façon plus générale, moi, j'étais très sensible à ce que vous disiez sur les discriminations. Vous disiez on discrimine les personnes âgées. C'est vrai, c'est quelque chose que je ressens aussi. Mais si on discrimine les personnes âgées d'une certaine façon, on discrimine aussi les gens qui travaillent pour les personnes âgées. C'est-à-dire que ça acquiert une coloration qui n'est pas suffisamment positive. Et donc là, on a un travail collectif à faire. Ça, c'est un point important de votre réflexion dans la loi Bien vieillir. C'est essentiel, c'est même sans attendre de feuille de route, etc. C'est la première des priorités, c'est la question de l'attractivité des métiers. C'est une question qui est complexe, j'aimerais bien avoir la réponse ou la formule magique pour y répondre tout de suite. Et comme vous le disiez, il n'y a pas qu'un paramètre à changer. C'est un ensemble de choses qu'il faut apporter pour revaloriser l'attractivité. C'est les salaires, c'est l'organisation du travail, notamment parce que notre rapport au travail, il a énormément changé et que ça s'est fortement accéléré depuis la crise sanitaire. Voilà, un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, y compris dans ces métiers. Et donc ça, on doit pouvoir l'apporter aux professionnels. C'est une reconnaissance sociale et ce n'est pas seulement, encore une fois, les salaires, c'est aussi la façon dont on regarde ces métiers. Moi, j'étais assez choqué d'une infirmière qui m'a raconté que sa petite fille, qui est en école primaire, avait été pas harcelée, mais en tout cas pour le moins chahutée par ses camarades lorsqu'ils ont appris que sa maman travaillait dans un EHPAD. Et donc ça en dit long sur le regard en fait, que notre société porte. La discrimination des résidents et du personnel, il faut le valoriser. Et du personnel. Et donc c'est un combat qu'il faut absolument mener. En fait, c'est un cercle vicieux tout ça. C'est-à-dire que moins on arrive à recruter, plus les conditions de travail sont difficiles. Il faut passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Et donc, il y a des choses qu'on est en train de faire. On est en train de travailler avec les opérateurs, notamment pour renforcer la qualification, la formation des fameux faisans fonction, qui peut être une voie d'entrée aussi différente dans ces métiers, renforcer l'apprentissage, arriver aussi par d'autres voies dans ces métiers. Enfin, il faut vraiment faire feu de tout bois pour pouvoir rendre ces métiers beaucoup plus attractifs. Monsieur le ministre, c'est formidable tout ça. Vous avez financé comment ? Alors je vous l'ai dit, en 2020, on a créé cette fameuse branche autonomie. 5e branche, ça va suffire ? Avec une dynamique, on va dire, de croissance assez importante, hein, puisque en 2021, elle est dotée de 32 milliards et elle le sera de 42, un peu plus de 42 milliards en 2026, notamment parce que dès l'année prochaine, on va ajouter une fraction de CSG à la branche autonomie qui va rapporter 2,4 milliards supplémentaires à la branche. On va regarder aussi, parce que ce n'est pas le seul argent public à mon avis qui peut répondre à cette question, comment on peut mobiliser aussi plus d'argent privé, d'investissement, pourquoi pas le secteur aussi des assurances et des mutuelles. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont fait ce choix, notamment des pays qui vieillissent rapidement. Il n'y a pas très longtemps,
Là, j'ai échangé sur ces sujets-là avec mon homologue japonais, qui est une société Ils ont qui une vraie problématique de vieillissement. connaît un problème du tout autre ampleur que le nôtre. Voilà, il faut s'inspirer aussi des modèles d'ailleurs. Et je ferai quand même remarquer que cette dynamique, elle est déjà forte. C'est-à-dire qu'on l'a vu ne serait-ce que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. L'augmentation des dépenses pour l'autonomie, c'est 5,1%, quand on a un ONDAM à 3,7%. Donc on a déjà pris en compte cette dynamique. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un effort de la nation pour cette question. Il faut un relais privé individuel. Est-ce que chacun doit finalement être sensibilisé à ça pour rentrer au cercle vertueux et après avoir effectivement des personnes âgées qui consomment, qui sont dans la vie active? Mais vous savez, en plus, je pense que de façon plus... Puisque, vous l'avez dit, j'ai un poste d'observation assez large. En fait, je pense que c'est un projet qui est très positif aussi pour le pays, en fait. À Nice, vous avez développé un programme très intéressant pour sensibiliser. Alors là, ce sont des patients qui viennent chez vous. Peut-être on peut regarder la vidéo que vous nous avez passée, puis après, on vous laisse commenter. Le CHU de Nice, dont les 3 missions essentielles sont le soin, la recherche et l'enseignement, est l'établissement de recours pour la moitié de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il doit faire face dès maintenant au vieillissement de la population sur le territoire azuréen. Vieillir, oui, mais bien vieillir. Conscient des défis du vieillissement, le CHU de Nice a lancé un projet ambitieux dont l'objectif est d'inventer le modèle du bien vieillir et le futur de la santé. Un projet destiné à unir les forces de l'ensemble des acteurs du territoire impliqués dans cette ambition, qu'ils soient publics ou privés. Il repose sur 3 axes. Mieux anticiper, c'est éviter l'hospitalisation le plus longtemps possible et ralentir le passage à la dépendance. Détecter très tôt et efficacement la fragilité des personnes âgées par le biais de nouvelles méthodes d'évaluation et de prévention. Mieux soigner, c'est notamment réduire le délai entre le diagnostic et la prise en charge du patient. Affiner les diagnostics en ayant recours à l'intelligence artificielle et à des techniques scientifiques issues d'autres disciplines que la médecine. Personnaliser les prises en charge en proposant aux patients des traitements plus adaptés et plus efficaces grâce à l'identification de nouveaux marqueurs biologiques, physiologiques et numériques. Mieux suivre, c'est créer le continuum de prise en charge du patient, même après son départ de l'hôpital, en particulier pour les maladies chroniques et les cancers. Bon, alors c'est un peu un moment de publicité et bravo pour ce programme du CHU de Nice. Mais pour vous, on a bien l'impression que la prévention, c'est important, mais surtout, c'est de prévenir les accidents de la vie, c'est ça? Oui, et puis c'est construire un parcours robuste sur l'ensemble à la fois du territoire, à la fois des acteurs et évidemment pour que les individus, alors c'est pas que des patients, parce qu'il y a des tas de gens non malades sur le sujet notamment du mieux anticiper et de la prévention, des tas de sujets azuréens qui sont en pleine forme. Alors d'abord pourquoi à Nice? Parce que c'est pas une pub pour Nice, c'est tout simplement qu'on a voulu essayer d'être un peu pionnier parce que la démographie de la ville et des Alpes-Maritimes, de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes, a 10 ans d'avance sur la démographie de la France. Alors évidemment, je ne suis pas tout seul à le faire, c'est relié évidemment à tout ce qui se passe au national. Je pense à mon collègue et ami Bruno Vellas et son programme ICOP sur la prévention, qui est aussi intégré dans nos éléments, à part qu'on essaie d'être un peu plus en amont. Et ensuite, on a voulu essayer surtout de mettre en place des parcours, je pense à l'oncogériatrie, parce que je suis cancérologue digestif de formation initiale, donc forcément ça me parle, sur ce suivi qu'on peut essayer de faire dans le cadre de maladies qui sont contraignantes, lourdes, y compris dans les traitements. Donc vous voyez, c'est toute une culture et surtout, je dirais que le plus important, c'est d'embarquer tous les acteurs du territoire, les collectivités, les collègues du médico-psychosocial, comme je disais tout à l'heure, de manière intégrative, mais pas que. Dès qu'on est sur des sujets de sécurisation de parcours, de soins comme de prévention, qu'on veut à la fois adresser l'état de santé et l'autonomie, c'est l'affaire de tout le monde sur un territoire. Très bien, c'est le programme qu'on a pu montrer, avec une approche aussi intégrative qui prend en compte les autres fonctions de la personne âgée. Vous avez parlé de sexualité aussi, de choses comme ça. C'est assez incitatif pour le goût de vivre quand même, non? Oui, alors ça c'est le deuxième temps qui s'ouvre maintenant, c'est pas celui qui est passé, mais effectivement dans ce qu'on appelle en langage médical le phénotypage, c'est-à-dire la description clinique, pour préparer les interventions de prévention qui vont venir à partir de ce qu'on aura trouvé sur 30 000 azuréens, donc ça va faire quand même beaucoup de monde. C'est une grosse cohorte, une des plus grosses en Europe et même dans le monde, sur ces sujets-là. On a souhaité avec toute l'équipe, donc vraiment d'être le plus intégratif possible, avec aussi de la biologie, de l'exposome, pour
pour savoir par des cheveux, l'analyse des cheveux, comment les Azuréens ont accumulé les toxiques tout au long de leur vie, de la génomique, sur les télomères, de la protéomique, de la métabolomique. Donc vous voyez, c'est à la fois des sciences fondamentales pas mal pour des biomarqueurs, et puis le sujet psycho. Le bien-être psychique est une donnée essentielle. Merci, c'est très clair. Madame Simonin, c'est quoi votre vision à vous? La vision, de toute façon, dès qu'il y a un travail intellectuel ou du sens donné dans sa vie, je pense qu'on vieillit mieux. Parce que déjà, le travail intellectuel est stimulé et la relation à l'autre stimule aussi. Après, dans les EHPAD, je crois qu'il y a effectivement un problème de ressources humaines qui pénalise les personnes qui y sont. Et notamment, elles ne sont pas assez écoutées, on ne fait peut-être pas assez de projets de vie avec elles. Toutes ces personnes, elles doivent être vues vraiment dans leur totalité, pas que par le biais de la santé, mais également, est-ce qu'elles sont bien dans leur vie, quels sont leurs projets? Parce que même quand on est dans un EHPAD, on fait des projets, il faut construire un parcours, faire de l'activité physique. Il y a plein d'activités qui sont proposées, parfois imposées, et je crois qu'il faut laisser chacun choisir, parce que l'EHPAD, c'est un lieu de vie. C'est le domicile de la personne. Et c'est bien là l'essentiel, c'est de donner du bien-être dans son lieu de vie. Et ce n'est pas un lieu de soins pour l'instant. Mais c'est vrai que le profil des personnes vont plus vers une perte de santé et demandent des soins. Donc c'est réorganiser tout ça. Et comment, justement, par rapport au médecin qui est coordinateur, qui ne peut pas prescrire, pourquoi ne pas former des infirmières de pratique avancée en gériatrie? C'est pas pensé, c'est pas vu. Et pourtant, c'est essentiel devant le vieillissement. La filière attractive. On l'a bien compris, bien vieillir, c'est mieux vieillir. Et ça se prépare. Ça se prépare en amont, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Nous parlerons de prévention. La loi qui se prépare va apporter de nombreuses réponses avec un investissement important du public, mais pas que, et pour une meilleure société. Monsieur le ministre, merci. Madame, messieurs, merci d'être venus sur Tous pour la santé. Nous vous retrouvons très vite. Merci.